Il existe sur Terre des sites remarquables où la vie est intimement liée à de mystérieuses sources d'eau douce. Nées dans les entrailles de la Terre, ces résurgences naturelles forment un trait d'union indispensable avec la surface. Elles nourrissent le sol et entretiennent la vie. Le bassin de Kuvelai-Etosha, en Namibie, est l'une des régions les plus arides au monde. Pourtant, l'incroyable diversité du vivant confirme que l'eau y est bien présente. L'exploration récente du sous-sol a même révélé l'existence de gigantesques réserves souterraines. Resté longtemps insoupçonné, ce complexe réseau hydrologique qui s'étend sous le désert est en train de livrer ses secrets. On l'appelle le pays de l'eau sèche. Ici, les pluies sont rares et la plupart des cours d'eau se sont évanouis voilà plusieurs milliers d'années. Mais autour du pan d'Etosha, ce grand lac asséché couvert d'un brûlant manteau de sel et de poussière, la vie s'est organisée. Girafes, gnous, éléphants, zèbres et grands félins connaissent chaque endroit où l'eau surgit miraculeusement. Situé dans le centre-nord de la Namibie, le bassin de Kuvelai-Etosha est délimité au nord par les montagnes angolaises qui culminent à 3000 mètres d'altitude, par les Rocheuses du Namib à l'ouest et le haut massif d'Otavi au sud. Bienvenue dans un monde de contrastes et de paradoxes. Dans un univers aux apparences hostiles qui dissimule en réalité d'improbables trésors géologiques, des gouffres et des lacs semblant surgir du néant. Il nous révèle que les sources ne sont que la partie visible d'un immense réseau hydrologique. Le lac de Guinness est l'une des rares portes d'accès à un aquifère dont on commence tout juste à mesurer l'ampleur. Le docteur Johan Leroux et Chris Steenkamp s'aventurent depuis plusieurs années dans les profondeurs du sud du bassin de Kuvelai-Etosha. Pourtant, ils n'ont toujours pas réussi à explorer toutes ses ramifications. Il s'agissait d'une chambre souterraine, probablement remplie d'eau. Je pense qu'à un certain moment, le niveau d'eau a baissé. La pression hydraulique exercée sur le plafond a alors disparu. Puis, un incident où tout simplement son propre poids a provoqué son effondrement. Aujourd'hui, nous avons un lac à ciel ouvert et le toit repose désormais au fond. Les chercheurs aimeraient démontrer qu'il existe des connexions entre les lacs souterrains de la région, car ils sont fragiles et leurs ressources sont très convoitées. L'une des raisons pour lesquelles nous plongeons ici, c'est dans l'espoir de vérifier que ce gouffre est semblable aux autres grottes sèches que l'on trouve dans la région. Ces dernières possèdent des ramifications horizontales relativement étendues. Je pense que tous les lacs karstiques de la région sont reliés entre eux, car ils sont très proches les uns des autres. Seuls les plongeurs les plus aguerris peuvent s'enfoncer dans ce réseau de failles, de tunnels et de réservoirs secrets qui se déploient dans les profondeurs. Le lac de Guinness mesure une centaine de mètres de diamètre à la surface
et sa profondeur varie de 30 à 140 mètres. Ces fractures sont autant de témoignages de son histoire. Elles sont issues de l'infiltration de l'eau de pluie chargée en dioxyde de carbone qui a attaqué la roche calcaire durant des milliers d'années. Ce processus de karstification a façonné d'imposantes cathédrales aquatiques. Contre toute attente, ce trou béant surgi du désert abrite des poissons. Une espèce de cyclidée endémique du lac de Guinas. Pour survivre, les tilapias guinasana se contentent d'algues et de plancton. Ils peuvent compter sur l'absence de prédateurs dans ces eaux où les températures varient entre 19 et 27 degrés. Personne n'a d'idée précise de la topographie du lac de Guinas. Aucun plongeur n'a réussi à atteindre ses limites. Mais le docteur Johan Leroux et son équipe sont persuadés qu'ils finiront un jour par trouver une faille ou un couloir qui les mènera vers un autre lac souterrain. Explorer ce complexe labyrinthe aquatique est un véritable enjeu. L'exploitation de cette eau souterraine pourrait avoir un impact sur le niveau des autres lacs. Ces réservoirs d'eau douce sont le résultat des pluies tombées au sud sur le haut massif d'Otavie. Ces montagnes bénéficient d'une pluviométrie bien supérieure au reste de la région. Durant la saison des pluies, l'eau dévale de leurs versants vers la plaine. En l'atteignant, elle s'infiltre dans le sol perméable, s'empare petit à petit des moindres recoins du sous-sol et finit par atteindre les couches karstiques plus dures. L'eau va progresser de quelques centimètres à plusieurs mètres par jour dans des aquifères constitués de roches extrêmement fracturées. Son périple s'interrompt là où la roche dure bloque son passage, constituant des nappes captives. Sous l'effet de la pression, l'eau qui ne peut plus circuler finit par trouver des fractures verticales qui l'entraînent jusqu'à la surface, créant ainsi des sources artésiennes. L'eau est une ressource cruciale pour la faune du parc national d'Etosha. Plus de 250 espèces d'oiseaux et de mammifères fréquentent les sources permanentes et les points d'eau éphémères qui se sont formés au moment des pluies. Ici, les gnous n'effectuent pas de longues migrations pour suivre les précipitations. Elles sont quasi inexistantes. La vie est étroitement liée à ces sources, mais les pintades, les gnous, les gazelles, les koudous ou les oryx n'ont pas les mêmes besoins en eau. Les springboks peuvent se contenter de boire tous les 4 à 5 jours, car ils trouvent beaucoup d'eau dans les feuilles dont ils se nourrissent. Les brouteurs, comme les gnous et les zèbres, ne peuvent pas s'en passer plus de 2 jours.
Durant les périodes de forte sécheresse, les fontaines naturelles sont aussi essentielles pour les populations locales. Mais elles ne sont pas suffisantes pour subvenir aux besoins de la région. À cause du réchauffement climatique, les points d'eau et les lacs près desquels de nombreux villages se sont établis se remplissent moins régulièrement et s'épuisent plus vite. Pour faire face aux besoins croissants en eau, liés au développement de l'élevage et de l'agriculture intensive, les autorités namibiennes aimeraient exploiter les réserves souterraines. Pour cela, elles ont fait appel au BGR, l'Institut fédéral de géosciences et des ressources naturelles de Hanovre. Thomas Himmelsbach, professeur en géologie et hydrologie au BGR, est venu étudier et sonder le sous-sol. Nous sommes ici devant ce que l'on appelle une cuvette de dépression. Elle s'est formée grâce au vent qui a balayé le sable. L'eau s'y accumule durant la saison des pluies. Son niveau peut alors atteindre environ 50 cm de hauteur. J'ai effectué ici une petite coupe afin de montrer la composition du sol plus en profondeur. Les grains de sable entraînés par le vent à la surface et les matériaux organiques se rassemblent pour former une croûte. Et si nous la regardons en détail, nous voyons qu'elle a les mêmes caractéristiques que le ciment. Cela empêche l'eau de pénétrer dans le sous-sol, un peu comme la couche d'étanchéité au fond d'une piscine. C'est pour cela que l'eau reste à la surface si longtemps. Les personnes qui vivent aux alentours dépendent de cette eau. Ils l'utilisent pour l'agriculture, mais aussi pour l'élevage. Faute de pluie suffisante, les pannes et les rivières ne se remplissent plus que très rarement. Autrefois, ils étaient alimentés par la rivière Kunene. Mais il y a 16 000 ans, un mouvement tectonique a détourné le cours de la Kunene. Elle ne coule plus qu'au nord du pays, le long de la frontière angolaise, se frayant un chemin sinueux vers l'océan Atlantique. Pourtant, au pays de l'eau sèche, ce précieux élément n'a jamais complètement disparu. Malgré l'absence de fortes précipitations, des plantes prolifèrent, des arbres poussent et déploient leurs branches sous un soleil brûlant. Matthias Beyer, hydrologue au BGR, étudie les liens entre les végétaux, les ressources en eau et la météorologie. Pour observer le phénomène d'infiltration dans le sous-sol, il vaporise de l'eau mélangée à un colorant bleu. L'objet de cette expérience est d'étudier l'écoulement des fluides dans le sol, et plus particulièrement de rendre visible leur vitesse d'infiltration, car elle diffère d'un terrain à l'autre. Et pour cela, nous utilisons un traceur. Il va falloir attendre une dizaine d'heures avant de pouvoir constater de quelle manière ce fluide est absorbé par le sol et les racines. Dans le contexte actuel de forte croissance démographique, et au vu des changements climatiques à venir, on peut s'attendre à des bouleversements encore plus importants. Non seulement plus de périodes de sécheresse, mais aussi des événements météorologiques d'une plus grande gravité, qui pourraient causer toujours plus d'aridité. C'est pour cela que nous devons nous focaliser sur l'amélioration de la gestion de l'aquifère. En fin de compte, ce que nous cherchons à faire, c'est apporter notre pierre à l'édifice.
Voyons à quelle profondeur est arrivé le traceur. Ici, on voit déjà apparaître les premières traces de bleu, près de la zone que j'ai irriguée. Nous pouvons déjà observer l'hétérogénéité du sol. Sur un côté, nous avons visiblement des infiltrations relativement profondes. Dans les premiers 10 à 15 cm, nous voyons clairement qu'il doit y avoir une activité microbienne très intense et qu'ici, le sol entraîne l'eau en profondeur. On peut interpréter cela comme une stratégie de la part des plantes et des micro-organismes pour que le peu d'eau qui tombe soit dirigé au plus vite vers des couches plus profondes du sol et reste à la disposition des végétaux, à l'abri du soleil et de l'évaporation immédiate. Dans ce milieu semi-aride, les végétaux disposent de moyens ingénieux pour affronter la pénurie d'eau et réduire leur transpiration. Certaines espèces possèdent des feuilles recouvertes de cire. D'autres sont pourvues de toutes petites feuilles qui limitent l'évaporation. D'autres encore les perdent tout simplement durant la saison sèche pour entrer en dormance. Particulièrement résistant à la sécheresse, le robuste palmier Macalani est l'arbre emblématique de la végétation autour du Pan. Ses racines pivotantes s'enfoncent profondément dans le sol pour puiser de l'eau. Les recherches de Matthias Beyer sur l'infiltration de l'eau dans le sol ont révélé que les plantes jouent un véritable rôle dans la circulation de l'eau. Après avoir placé les racines dans un flacon rempli d'eau et d'un traceur, il emprisonne le feuillage dans des sacs hermétiques. Il espère ainsi évaluer le taux de stockage et de transpiration de la plante. Il est essentiel de pouvoir évaluer le taux de transpiration des plantes pour mieux comprendre la manière dont cette forêt s'approvisionne en eau. Car pour pouvoir estimer la régénération des nappes souterraines, il faut avoir une idée précise de la quantité d'eau puisée par les plantes. Avant d'envisager la moindre exploitation de ces réserves, il est fondamental de connaître le réel volume d'eau qui rejoindra les nappes phréatiques. L'eau contenue dans les feuilles est précieuse et vitale pour les dik-dik. Du haut de ses 40 cm, la plus petite des antilopes se passe très bien de boire. Elle trouve de l'eau dans les jeunes pousses et les fruits. Pour éviter de transpirer, elle utilise un formidable système de régulation thermique. Son museau est muni d'une petite trompe dans laquelle le sang est rafraîchi par le courant d'air respiratoire. Dans les profondeurs sombres de la Terre se cache une autre merveille de l'évolution. Son existence est étroitement liée aux colonies de chauves-souris qui s'y sont installées. Des explorateurs l'ont découverte dans la grotte d'Aigamas.
Clarias cavernicola n'existe nulle part ailleurs et on ne compte que 180 individus. Personne ne sait comment ce poisson est arrivé ici. Enfermé sous terre, quasiment aveugle, ce poisson-chat doré est parfaitement adapté à une vie isolée dans des conditions extrêmes. Pour survivre, il ne peut compter que sur les rares insectes tombés dans l'eau et sur les crottes de chauve-souris qu'il repère grâce à ses barbillons. Mais Clarias cavernicola vit en sursis. À cause de sa rareté, ce chef-d'œuvre de l'adaptation fait l'objet d'un trafic dans le milieu des aquariophiles. Pour l'instant, toutes les tentatives de reproduction en captivité pour le sauver ont échoué. À la surface, dans un univers tout aussi extrême, vit un autre trésor biologique, un végétal unique au monde, capable de vivre plus de 1000 ans. La stratégie de survie de Welwitschia mirabilis est étonnante. Elle se réveille au moment où les autres plantes se referment. Aux heures les moins chaudes de la nuit, elle active son métabolisme. Elle ouvre ses stomates pour respirer, capter l'humidité de l'air et fixer le CO2 indispensable à son développement. La Welwitschia utilise l'eau à minima. Au premier rayon solaire, elle referme ses pores, évitant ainsi toute évaporation ou déshydratation. Au cœur du parc national d'Etosha, les brumes de chaleur ont façonné une terre de mirage. La saison sèche, qui dure 9 mois de l'année, est rude. Car faute de pluie pour les recharger, la plupart des points d'eau affleurants s'épuisent. Habituellement, les autruches trouvent de l'eau dans leur nourriture, mais les plantes se sont desséchées. Ce précieux élixir est capital pour les éléphants de savane. Désormais, ils doivent parcourir de plus longues distances pour trouver chaque jour la centaine de litres d'eau indispensable à leur survie. Peu à peu, la canicule anéantit toute trace d'humidité dans les points d'eau éphémères. Selon un rituel immuable, les herbivores doivent alors se mettre en marche vers les sources pérennes. Les animaux vont devoir affronter la fournaise du Pan, la poêle à frire, l'endroit le plus sec et le plus inhospitalier d'Etosha.
La nuit est aussi éprouvante. Les températures peuvent être glaciales. Parmi les grands herbivores, il y en a un qui s'en sort mieux que d'autres durant la saison sèche. Comme le dik-dik, l'oryx fait partie des champions du monde de la sobriété. Afin d'économiser l'eau, cette antilope du désert a développé un nombre remarquable d'adaptations physiques. Ses fesses sont plus déshydratées et son urine plus concentrée que chez d'autres mammifères. Pour réduire sa transpiration, sa température corporelle peut augmenter de 36 à 45 degrés. En haletant, l'oryx active alors un système de refroidissement et d'irrigation du cerveau qui évite la destruction de ses cellules. Afin de s'acclimater à cet environnement extrême, d'autres animaux ont su développer des qualités exceptionnelles pour leur espèce. C'est le cas du plus gros consommateur d'eau de la planète, l'éléphant. Le nord de la Namibie abrite la dernière population d'éléphants du désert. Depuis plusieurs années, un homme traque ces géants. Johannes Hasbrouck est le directeur d'ERA, une association namibienne chargée de protéger les dernières hardes d'éléphants du désert. Nous suivons une piste en direction du soleil. On voit là une ombre bien marquée sur les côtés de la route. À partir de ces ombres, on peut repérer très rapidement si la ligne de crête a été brisée par un éléphant. Dans ce cas, si une trace traverse la piste, elle a été faite la nuit dernière. Sinon, elle aurait été effacée par le passage d'un autre véhicule. Nous venons juste d'en passer une. Et là, il y en a une autre. Nous allons essayer de nous diriger face au soleil pour suivre leur direction. L'éléphant a laissé des empreintes de pas en marchant dans cette direction. Donc c'est par là qu'il faut aller. On peut voir que l'éléphant marchait très lentement. Il n'était pas stressé, ce qui pourrait indiquer qu'il n'était pas en train de chercher de l'eau. Ils doivent être à quelques kilomètres. On va se poster en hauteur, on pourra avoir une meilleure vue et repérer où ils se trouvent exactement. En fait, je pense qu'ils doivent être à peu près à 1 kilomètre d'ici. Ces surprenants sourciers peuvent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Mais Johannes Hasbrouck et son assistant savent qu'ils aiment patrouiller le long des rivières asséchées. Ces rivières éphémères s'écoulent sous le sable, toute l'année. Le bassin versant se trouve à une centaine de kilomètres à l'intérieur, où il y a beaucoup plus de précipitations. L'eau s'infiltre dans le sable et s'écoule dans le système souterrain, jusqu'à ce qu'elle rencontre une zone granitique très dure, comme là-bas, en face de nous. L'eau est alors forcée de remonter à la surface, et moins elle est profonde, plus il est facile pour les animaux de l'atteindre. Voilà un exemple typique. Vous pouvez voir que de gros éléphants sont passés par ici. Le sol est très humide, même à la surface. On n'est même pas à 1 mètre de profondeur. En regardant de plus près dans ce trou, on peut creuser un peu. On enlève le sable humide et juste en élargissant le trou, en quelques coups de pelle, on peut voir à quel point c'est déjà trempé. Voilà, on a trouvé de l'eau. C'est une source idéale pour les éléphants du désert.
S'il n'y avait pas d'éléphants dans cette zone, ces points d'eau ne seraient pas accessibles aux oryx ou à tous les autres animaux qui ont besoin de boire. L'eau qui glisse sous les rivières de sable est d'excellente qualité, car en voyageant dans les dénivelés, elle est filtrée par les sédiments et ne stagne jamais. La principale source d'information des éléphants pour localiser l'eau dans un terrain comme celui-ci, c'est vraiment l'odorat. Si un éléphant peut sentir de l'eau à proximité, il peut se dire « c'est bon, je peux creuser ici ». Mais comment ces éléphants savent spécifiquement à quelle profondeur se situe l'eau? C'est difficile de le savoir. Des expériences ont été faites. Elles ont montré que les éléphants ne creusaient que si l'eau se trouvait, si je me rappelle bien, au maximum à 1,20 m de profondeur. Si elle se trouve 5 cm plus bas, ils ne creusent pas. Le sable se déplace dans le sol et les éléphants ont des récepteurs à la base des pattes qui sentent ces vibrations et les font résonner. Je ne serais pas étonné qu'ils aient la faculté d'utiliser ces vibrations comme une sorte d'écolocalisation pour déterminer où se trouve l'eau en dessous. Physiquement, les éléphants du désert ressemblent beaucoup à ceux de la savane. Mais ils sont plus minces, ont des pieds plus larges pour marcher dans le sable et vivent en groupes plus restreints. Quand je fais ce bruit, ça a l'air de les rassurer. Je ne sais pas ce que ça veut dire véritablement. Ça pourrait être n'importe quoi. Je pourrais être en train de leur dire « va-t'en !» Mais ça a l'air de marcher. Et je pense qu'au fil des années, ils ont appris à me reconnaître ou à reconnaître ce son qui doit signifier « tout va bien, c'est moi et personne d'autre ». Au début des années 80, il y a eu une grande sécheresse et les animaux sont morts par milliers. Mais pas les éléphants, car ils savaient où trouver de l'eau. Ils savaient où aller pour creuser, au cœur du désert, là où aucun autre animal n'aurait pu en trouver. Mais à cause du braconnage, il ne reste plus qu'une centaine d'éléphants du désert. Et ils pourraient bientôt disparaître. Une des choses que j'ai remarquées, c'est que depuis toutes ces années passées à les suivre, je ne les ai vus détruire un arbre qu'une seule fois. Alors qu'au Kenya, un mâle détruit en moyenne 20 arbres par jour. C'est une des preuves de l'intelligence écologique de ces éléphants. Ils savent comment se comporter dans leur environnement de manière à le conserver. Ils protègent leurs ressources et ne sélectionnent que certaines branches. Ce jeune mâle derrière est en train de casser un arbre. Et là, c'est la deuxième fois que je vois ça. Je pense que c'est lié à la disparition des gros mâles. Ils ne sont plus là pour apprendre aux jeunes à bien se comporter.
Celui-ci n'a aucune notion du bien ou du mal. Cela arrive de temps en temps car nous avons, pendant des centaines d'années, systématiquement tué tous les adultes et ruiné la transmission de leur savoir. Et aujourd'hui, les éléphants ne savent plus comment se comporter dans leur propre environnement. Un peu comme nous. La perte de ce savoir qu'ils se transmettent depuis des générations pourrait provoquer la disparition de l'espèce et affecter les autres animaux qui profitent des points d'eau creusés par ces éléphants sourciers. Sous le sable et la roche foulés par ces géants, l'eau parcourt de longs voyages, incognito. Au sud du bassin de Cuvelaí-Etosha se cachent une centaine de grottes et 5 lacs souterrains répertoriés à ce jour. Résultat du lent travail de l'érosion, ils se sont formés il y a environ 500 000 ans. Johan Leroux et Chris Steenkamp connaissent la plupart des anfractuosités conduisant aux prodigieuses réserves d'or bleu, comme celle d'Arecibe. Ce gouffre ne fut découvert qu'en 1986 par un entomologiste anglais. C'est bon comme ça. Vas-y, laisse filer. L'objectif des spéléologues est d'explorer la grotte inondée d'Arecibe pour compléter sa cartographie. Accéder à ce lac situé à 80 mètres sous terre est une opération délicate. Pour atteindre l'eau, la descente en rappel est l'une des étapes les plus périlleuses. Stop, stop. As far as I know, nobody knows. Pour autant que je sache, personne ne connaît sa profondeur. Il y a quelques années, des plongeurs sont descendus jusqu'à 140 mètres, mais n'ont pas vu de fond. Donc on sait seulement qu'il fait au moins 150 mètres, peut-être bien plus. Ok, doucement, tu approches de la corniche. Toute cette zone est karstique. Quand il pleut, l'eau ne coule pas vers la mer. Elle s'infiltre directement dans la roche. Donc je pense que l'eau du lac Arecibe provient des environs. À ce jour, personne ne connaît sa profondeur, sa taille ou encore le volume d'eau qu'il contient. Son accès particulièrement difficile entretient ses secrets. Les lignes gravées dans la roche révèlent que le niveau d'eau a subi d'innombrables fluctuations. Ces stalactites ont été façonnées à une époque où le gouffre d'Arecibe n'était pas inondé. Leur formation est l'œuvre de l'eau qui, en s'infiltrant dans la roche, s'est chargée de calcaire.
Il s'est ensuite aggloméré, goutte après goutte, durant des milliers d'années. L'exploration d'Arecibe n'a pas encore mis au jour de voies de communication avec les autres lacs souterrains. Mais l'intuition des chercheurs se confirme. Une étude sur la variation de leur niveau d'eau a mis en évidence leur connexion. Selon le principe des vases communicants, lorsque l'on puise de l'eau à Arecibe, le niveau baisse dans un lac voisin. Cette région aride cache sous terre cette ressource qui semble le plus manquer à la surface. À une centaine de kilomètres au nord, des images satellites ont récemment permis de détecter la présence d'un gigantesque aquifère. Son exploitation permettrait de subvenir aux besoins actuels de la population locale pendant 4 siècles. Les hydrogéologues du BGR se sont lancés sur la piste de ces réserves phénoménales enfouies dans le sous-sol. Pour réaliser cette découverte, nous avons foré aussi loin que possible. À une certaine profondeur, nous avons atteint une couche très imperméable, une barrière argileuse. Elle se situe entre 182 et 240 mètres de profondeur. Alors nous avons continué à creuser afin de savoir ce qu'il y avait sous cette couche. Et là, à notre grande surprise, nous avons trouvé une nouvelle nappe phréatique d'eau douce. Elle était là depuis toujours, sous la première nappe. Nous avons encore creusé, toujours plus profond, jusqu'à 450 mètres, et nous avons découvert son ampleur. Cette opération a été un vrai succès. Plusieurs aquifères s'empilent sous le désert jusqu'à 450 mètres de profondeur. Le plus important se trouve à plus de 250 mètres. Il est constitué d'une couche de roches saturées d'eau potable qui s'étend sur 75 km de long et 40 de large. Ce deuxième grand aquifère de Anguena que nous voyons ici, cette énorme nappe phréatique, est situé sur les dépôts de sédiments d'un delta très ancien, datant de plusieurs millions d'années avant notre ère. Autrefois, il y avait un fleuve qui se jetait dans un lac immense, ce qui a entraîné la formation de ce grand delta. Au fil des années, il a été recouvert par d'épaisses couches de sédiments. C'est ce qui a permis la conservation de cette poche d'eau fossile. L'exploitation de ces réserves est délicate. Les forages pourraient les contaminer avec l'eau salée accumulée dans les aquifères situés juste au-dessus. Hydrogéologue et ingénieur environnemental, Christophe Lowe vérifie régulièrement la qualité de l'eau des 8 puits expérimentaux forés par le BGR. Nous avons immergé la pompe. L'eau se trouve à 9 mètres de profondeur environ. Donc elle remonte de 350 mètres de profondeur et est stoppée à plus ou moins 9 mètres sous terre. Piégée depuis plusieurs milliers d'années, cette eau a littéralement envahi le bassin de Kuvelaï et Tosha. Deux et demi, d'accord? Plus de 5 milliards de mètres cubes d'eau dorment dans le sous-sol. Nous voulons connaître la qualité de l'eau et le rendement de ces puits de forage. Nous pouvons ainsi prévoir quelle quantité nous pourrons prélever à l'avenir et savoir aussi si cette eau est propre à la consommation humaine.
Cette eau fossile d'une pureté sans équivalent est âgée de 10 à 30 000 ans. Son exploitation serait un véritable espoir pour cette région. En attendant, ses habitants restent totalement dépendants d'un approvisionnement en eau potable provenant d'Angola. L'eau souterraine est une ressource essentielle, car durant la saison sèche, les puits de forage sont les seules sources d'eau dans ces régions. Nous n'avons que l'eau qui vient d'Angola. Elle circule dans les canaux et les aqueducs au nord et à l'est de la région de Loengwena et au nord de Kuvelai. À ce titre, l'eau souterraine est une ressource stratégique, un réservoir de secours très important pour les situations d'urgence. Parfois, l'eau des canaux n'arrive pas jusque dans les villes et elles se retrouvent privées d'eau pendant 3 à 4 semaines. Elles sont donc dépendantes de ces puits. Cette eau aiderait beaucoup à améliorer la situation et les conditions de vie des populations. Mais la capacité de recharge des réserves souterraines n'est pas garantie. Elle pourrait être compromise par un pompage excessif et des pluies de moins en moins généreuses. Pour les animaux assoiffés, les sillons tracés dans le sol lors de précédentes transhumances sont d'inestimables indices. Ils conduisent aux sources permanentes qui jaillissent au sud du parc national d'Etosha. Mais avant de pouvoir s'abreuver, il faut s'assurer que la voie est libre. Car durant la saison sèche, les prédateurs sont en embuscade près des points d'eau. Ce matin, un girafon en a fait les frais. La soif a parfois raison de la prudence. Les animaux vont se relayer au bord de ces sources pérennes. Les zèbres passent après les petits herbivores. Toujours en famille, ils peuvent ainsi compter sur une sentinelle prête à déclencher l'alerte en cas de danger. Les girafes ont patiemment attendu leur tour pour avoir suffisamment d'espace et de visibilité. Car pour pouvoir se désaltérer, elles doivent adopter une position qui les rend très vulnérables. À Etosha, la vie est intimement liée à ces sources et aux réservoirs souterrains qui les alimentent. Mais ce fragile équilibre pourrait être rompu. Car si la Namibie manque d'eau, en prélever de grandes quantités pourrait provoquer un épuisement irréversible de ses réserves souterraines. Développer une exploitation durable de ces aquifères invisibles est un véritable challenge pour l'avenir du pays. Autour des points d'eau, une espèce menacée d'extinction a trouvé un refuge. L'une des toutes dernières populations de rhinocéros noirs survit ici, aux côtés des plus grands éléphants d'Afrique. Dans le bassin de Kuvelai Etosha, ces sources secrètes entretiennent le miracle de la vie.